Et donc, je disais, les informations factuelles, vous avez les intervenants, des moyens de les contacter. C'est une UE particulière parce qu'il y a un projet en fin de semestre. Ce sera pareil au semestre 6. Et du coup, une grosse partie du temps de l'UE est prévue dans le projet de fin de semestre. Et du coup, pendant le semestre, on ne se voit pas énormément, on se voit une fois par semaine pour une séance, qui sera soit du cours, mais il n'y en a pas beaucoup des cours, Un peu plus fort. soit, tu as le bouton de volume là-bas, à côté, soit du TP. Donc dans la DE, c'est indiqué si c'est un créneau de cours ou un créneau de TP. Et on fera beaucoup de TP essentiellement. Pour cette UE, il y a 3 apnées dans le semestre, y compris la toute première, la salle de démarrage. Les apnées dans l'UE, on ne les évalue pas, donc il n'y a pas de notes. Par contre, vous pouvez avoir un retour, typiquement, enfin, en nous posant des questions essentiellement. Hein. Donc nous, sur la première apnée, on va essayer de passer dans les salles. Et puis pendant les apnées, il ne faut pas hésiter à nous poser des questions, et même après les apnées, il n'y a pas de souci. Les apnées ne sont pas évaluées directement, par contre, ce qui est fait en apnée, ça peut faire l'objet de questions à l'examen ou en interro. Donc les apnées ne sont pas facultatives, hein, c'est juste qu'elles ne sont pas évaluées directement. Et comme je vous disais, il y a un projet en fin de semestre. L'évaluation, donc je vous ai mis la formule qu'on a dans les règlements d'examen. Je vous explique rapidement. L'idée générale, c'est qu'on a ça qui est le projet. On a le projet qui compte toujours. Il ne fait pas partie de la règle du max. C'est pour ça qu'il y a un max qui n'englobe pas le projet. Donc on a une règle du max sur l'examen terminal et l'interrogation qu'on a pendant le semestre. Et puis on a le projet qui vient en plus, qui ne fait pas partie de la règle de max. Au niveau des poids qu'on a, à mi-semestre, on aura une interrogation qui compte pour un quart. L'examen terminal compte pour la moitié. Et le projet compte pour un quart. Le projet, il a un petit poids finalement relativement au temps qu'on y passe parce que c'est une note de groupe, on est en groupe de 6. Et du coup, ça ne nous paraît pas raisonnable de mettre plus d'un quart de l'UE sur une note qui est obtenue en groupe de 6. Ce ne serait pas vraiment représentatif, c'est une note qui vous évalue pas personnellement de manière assez pertinente. C'est pas très fort. C'est pas très fort. Même en montant le volume. Je vais essayer de parler plus fort. Dans la forme, ce qu'on va faire en proc, c'est pour ceux qui viennent d'ici, ce sera pas mal de révisions. Sur des thèmes que vous avez déjà vus, on va faire du langage C, des outils qui vont autour du langage C, des outils de développement. Donc là, on est en L3, donc on va essayer de pousser un peu plus loin sur chaque thème, même si vous connaissez déjà, du coup, ne vous dites pas que c'est forcément tout bon. Regardez ce qu'on fait, regardez jusqu'où ça va, et vérifiez que vous êtes bien au point sur les outils. On est en 3e année, on attend un petit peu plus de vous que ce qu'on attend en première année. Vous avez déjà fait du C en première année, typiquement, mais là, on ira un peu plus loin. Dans l'UE, comme je vous disais, on va faire du langage C. On suppose que vous avez les bases de programmation dans un langage impératif. Si vous connaissez C, c'est très bien. Si vous connaissez Java, ça va. Si vous connaissez ni C ni Java, la syntaxe pourra peut-être vous embêter un peu, donc mettez-vous à jour un petit peu rapidement. On va faire un peu de programmation shell et on va voir quelques outils de développement. Le projet de fin de semestre, ce sera un simulateur ARM, c'est-à-dire que vous devrez écrire un programme qui simule un processeur ARM. Donc si on lui donne un bout de programme en langage machine, votre programme sera capable de dérouler l'exécution du programme en langage machine, cycle par cycle. Donc le simulateur, ce sera 2 semaines à temps plein. C'est un travail en groupe de 6. La constitution des groupes est libre, donc vous pouvez y penser dès maintenant, mais on verra ça plus tard en temps utile. Et un des gros objectifs, c'est de vous faire exploiter des documentations techniques. Donc là, le but du jeu dans le simulateur ARM, c'est qu'on vous donne les docs ARM, les docs standards. Vous vous débrouillez avec pour faire un simulateur qui respecte la spécification. Vous n'avez pas le droit de ne pas respecter la spécification, parce que sinon, vous n'arriverez pas à simuler du langage machine en entrée.
Donc voilà, c'est un exercice de lecture de spécification et application du programme. Sur le mode d'évaluation, alors ça c'est juste une question que j'ai souvent, c'est pourquoi on fait des examens sur papier et pas sur machine. Il y a deux raisons en fait. La première raison c'est qu'on n'a pas les machines, on n'a pas suffisamment de ressources. On n'a pas assez de surveillants, on n'a pas assez de salles pour faire ça sur machine. Là vous êtes 100, donc un examen sur machine, sachant que dans les salles machines vous êtes par deux sur les machines, un examen sur machine ça demanderait plus de salles que ce qu'on a disponible. Et puis après, c'est pas très grave en fait. L'examen, dans l'examen, on vous demande d'écrire du code sur papier, hein, donc c'est pas très agréable. Mais ce qu'on cherche à évaluer, c'est la structure générale. On va pas s'attacher aux erreurs de syntaxe, c'est pas le but. Et du coup, le fait que vous n'ayez pas de compilateur pour corriger les petites erreurs, c'est pas très grave parce que c'est pas ça qu'on regarde de toute façon. Donc c'est quand même, on arrive quand même à voir des choses pertinentes et c'est quand même adapté pour évaluer quelque chose. Est-ce que vous avez des questions sur les généralités sur l'UE? Non? Ok, donc on va commencer par des révisions sur le langage C. Je n'irai pas dans tous les détails. En particulier, je ne vais pas vous apprendre à écrire une boucle, à écrire une structure conditionnelle, des choses comme ça. Ça, je suppose que vous savez déjà programmer dans un langage impératif. Si vous ne connaissez pas la syntaxe du C, comme je vous ai dit, il faut vous mettre un petit peu à jour pour voir quelle est la syntaxe pour écrire une boucle ou pour écrire une structure conditionnelle, mais sinon, on ne va pas revenir dessus. On va revenir sur ce qui fait les particularités du langage. Alors d'abord, quelques éléments historiques. Donc le C, c'est pas récent, hein, c'est les années 70. C'est pas récent du tout, par contre, ça reste un standard aujourd'hui. Ça reste un standard parce que c'est le langage, dans la plupart des langages en circulation, c'est le langage qui est au plus bas niveau, donc au plus près de la machine. Et du coup, quand on a besoin d'avoir un minimum d'intermédiaire avec la machine, quand on a besoin de savoir précisément ce qu'on fait au-dessus de la machine, on va utiliser le C. Donc c'est utilisé, c'est très utilisé typiquement dans les noyaux des systèmes d'exploitation. Quand on écrit un système, en général, on l'écrit en C. Parce que au niveau du système, typiquement, quand le système démarre, on n'a pas tout l'environnement qu'ont les autres langages. Et du coup, le C qui nécessite quasiment rien, il est adapté. On aura du C quand on a besoin d'efficacité. On aura du C dans les tout petits systèmes, les systèmes embarqués où il y a très peu de mémoire, très peu de ressources. On ne peut pas faire tourner des trucs lourds comme Python, donc on va faire du C. Et le C a été étendu en 83 par Sturstrup. Il a appelé ça le C++. Alors, ce n'était pas la seule extension orientée objet, hein, mais c'est celle qui a marché. Et le C++, donc c'est une extension orientée objet avec des exceptions, plein de choses modernes, du polymorphisme, paramétré ou pas, des références. On ne va pas en parler du tout. On parlera d'orienté objet au semestre prochain. Donc là, on va se concentrer plutôt sur le C. Et donc voilà, je vous parle du C++ juste pour vous dire qu'on ne va pas aller sur toutes les choses du C++, donc ça ne sert à rien de regarder le C++, donc, en tout cas pour cette UE. Ce sera utile pour vous, hein, mais voilà. Donc, mon tout premier programme en C. Alors, on démarre un petit peu quand même du début. Hein. Comment est-ce qu'on structure un programme en C? Donc un programme en C, c'est un ensemble de déclarations, des variables, des fonctions. Et il faut, pour qu'un programme soit complet, il faut qu'il y ait une fonction qui s'appelle main, celle qui est ici. Et cette fonction main, attendez, je ne suis pas dans le bon mode, c'est pour ça que j'ai pas ma souris. Non, c'est pas ça, c'est comme ça. Cette fonction main, c'est le point d'entrée du programme, c'est-à-dire c'est par là qu'on démarre. On va voir qu'il y a des conventions avec autour de cette fonction main. On peut lui donner des arguments sous une forme particulière et elle renvoie un entier. L'entier, par convention, si on est dans un système Unix, mais de manière générale dans tous les systèmes, cet entier, ça doit être 0 si tout s'est bien passé, et autre chose que 0 s'il y a eu un problème.
donc, dans mon tout premier programme, bah, c'est le classique Hello World. Donc, j'utilise une fonction qui s'appelle printf, qui permet d'afficher à l'écran. Et on va un peu revenir dessus aussi. Et cette fonction, elle est dans une bibliothèque standard. Elle ne fait pas partie de la syntaxe du langage. Cette bibliothèque, elle est décrite dans le fichier d'entête stdio.h. Donc voilà, dans ce petit programme, en fait, on a donc l'inclusion d'un fichier d'entête standard pour utiliser des fonctions du langage, la fonction main qui est le point d'entrée, et la fonction printf. Pour compiler ça, moi, j'utilise un compilateur. Moi, je vous conseille Clang, que j'appelle Clang en général. L'idée, c'est que c'est le compilateur pour le langage C, enfin un compilateur pour le langage C. Donc la syntaxe, eh bien, c'est Clang, on lui donne les sources, le point C. On lui dit quel nom on veut que le programme exécutable ait. Et puis après, on lui donne des options en plus. Donc ça, c'est des options pour lui demander d'être le plus strict possible. Donc là, on va y revenir, mais le C est assez permissif. Et du coup, on peut faire beaucoup de choses qui ne sont pas géniales en C. Donc, si on demande au compilateur d'être un peu plus strict, ça nous aide à éviter de faire des choses douteuses. Et le -g, c'est pour débugger. Si on ne met pas le -g, on n'aura pas tout qui sera inclus dans l'exécutable et on ne pourra pas débugger correctement. Clang, ce n'est pas le seul compilateur, hein. Il y en a d'autres. Le plus connu, c'est GCC, sûrement. GCC, c'est le compilateur GNU. Moi, je vous conseille Clang parce qu'il est un peu plus intuitif dans ses messages. Après, les deux sont bien. Ils ont des performances différentes selon les applications. Donc, il n'y a pas vraiment de grosses différences de performance. Clang est un peu plus moderne, son architecture interne est un peu mieux. Mais ça, de toute façon, vous ne le voyez pas. Celui-là, il est un peu entre les deux. C'est un bout de Clang avec un bout de GCC. Ça, c'est le compilateur Intel. Et puis, il y en a plein d'autres. Donc on va faire un petit peu un tour d'horizon de ce qu'il y a dans le langage C et de quelle place ça prend dans le langage. Et tout d'abord, quelques remarques sur le typage. Donc le C, c'est un langage typé. Ça veut dire que tout ce qu'on manipule, ça a un certain type. Les variables ont un type, les fonctions sont typées. Et le type, qu'est-ce qu'il apporte en fait? Il apporte deux choses. Il nous fait expliciter ce que sont les variables et les fonctions. Donc ça permet au compilateur de compiler directement sous la bonne forme, de compiler efficacement. Et ça permet au compilateur aussi de vérifier qu'on fait des choses cohérentes. Par exemple, qu'on n'ajoute pas un entier avec un truc qui n'a rien à voir, une chaîne de caractères par exemple. Et donc, on a les deux intérêts du typage qui sont aider à compiler directement comme il faut et vérifier la cohérence de ce qu'écrit le programmeur. Le C est assez souple sur le typage. En particulier, quand on fait des choses, quand on fait une affectation d'une valeur d'un certain type vers une variable d'un type qui ne correspond pas, le C, s'il sait à peu près comment convertir, il va faire la conversion automatiquement. S'il ne sait pas du tout comment convertir, il va vous générer une erreur. C'est un petit danger du C, ça, parce que la conversion automatique, même quand c'est une conversion où il y a une perte de précision, les compilateurs, en tout cas les versions actuelles, ne vous préviennent pas. Donc on peut demander aux compilateurs de nous prévenir, mais a priori, ils ne font rien de spécial. S'ils savent à peu près convertir, ils le font. Donc il faut être un peu vigilant avec ça. Donc dans la mise en œuvre, on a tout un tas de types de base. On a tout un tas de types entiers. Alors ce qui change dans les différents types entiers, c'est la taille qu'ils occupent en mémoire et donc l'intervalle de valeurs qu'on peut représenter. On a des types rationnels, float et double. Donc ce qui change entre les deux, il y a aussi des longues double. Il n'y a pas tous les types, hein, dans tout l'ensemble. Ce qui change entre les différents types rationnels, c'est la taille qu'ils occupent en mémoire et donc l'intervalle de valeurs qu'on peut représenter. Aussi la précision quand il s'agit de rationnel. Et pour toutes les variables en fait, qu'on va pouvoir déclarer,
on a un mot-clé qui s'appelle externe qui va nous permettre de déclarer une variable avant de la définir. Donc ça, je vous en parle tout de suite parce que je vais arriver petit à petit au fait de séparer un programme en différents fichiers et le externe rentre dans cette idée-là. Donc le externe, en fait, ça nous permet de dire il existe une variable A qui est entière. Elle n'est pas déclarée ici, mais il existe une variable A. Elle sera déclarée plus tard. Alors là, elle est déclarée plus tard ici. Elle peut être déclarée aussi dans un autre fichier qui fera partie des constituants du programme. Et donc voilà, dans ce petit exemple, ma variable A, ben, je travaille dessus. Donc là, c'est une variable globale, hein, c'est quelque chose qu'il ne faut pas faire de manière générale, mais c'est juste pour vous montrer un exemple de ce qu'il est possible de faire. Donc cette variable A, ben, je peux agir dessus, l'incrémenter par exemple, l'afficher. Et là, vous voyez en fait, elle démarre à 0. À chaque itération, elle est incrémentée puis affichée. Donc ici, ça va afficher 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 sur une ligne. Quand on parle de typage, on va parler un petit peu, alors je n'entrerai pas dans les détails, mais on va parler de valeurs. Donc quand on a une variable d'un certain type, par exemple int, on peut se poser la question, qu'est-ce qu'on peut mettre dedans? Par exemple, là, dans ma variable x de type int, je mets une grosse valeur qui est de 1 milliard. Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est pas bon? Dans ma variable y qui est de type float, je vais mettre 1 tiers. Donc 1 tiers, on sait que le nombre de décimales est infini. Hein, donc quelle précision j'aurai? Combien j'aurai de décimales après la virgule? Donc ça, c'est des questions qu'on peut se poser. Donc je ne vais pas y répondre dans le détail, hein, parce que ça, c'est vous pouvez aller chercher l'aspect des différents types. Ce que je veux dire, c'est simplement qu'on va manipuler ces différents types en faisant des conversions et potentiellement avec des pertes. Donc c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Le C va vous autoriser un grand nombre de conversions de type, et en particulier là on est dans des cas de conversion de type. Typiquement on a un entier qui sera peut-être trop grand pour un int, mais il va être mis dans un int, et ça va marcher, c'est du code qui compile, qu'on peut exécuter. Donc ici si mon 1 milliard il est trop grand pour le x, bah, j'aurai une valeur qui n'est pas celle que je voulais dans mon x. Et donc par rapport à ça, il est possible de demander au compilateur de nous aider. Il y a des avertissements particuliers qui correspondent aux conversions un peu douteuses. Et on peut demander au compilateur, avec le -w-conversion, de nous avertir quand on fait des conversions un peu douteuses. Par exemple, si cet entier est trop grand pour un int, il va nous avertir. Là, pour le flottant, c'est un problème un peu différent parce que on a de toute façon un résultat qui va être approximé. Par contre, si le calcul ici est fait en double par défaut, si on le met dans un float, le compilateur va nous avertir de la perte de précision. Donc ce qui est intéressant avec tout ça, c'est effectivement de pouvoir compter sur le compilateur pour être un peu plus strict. Un autre problème qu'on a avec le typage, c'est que les types entiers, donc ça correspond à des tailles différentes, donc un nombre de bits en mémoire différent. Par contre, le standard ne précise pas cette taille. Dans le standard du C, en fait, le int, short, long, char n'est pas leur taille n'est pas précisée. Alors le standard a évolué, donc il y a une taille minimum qui est précisée dans les standards, mais elle n'est pas respectée, elle est respectée, mais la taille qu'on a de manière effective ne correspond pas toujours à la taille minimum. Donc vous avez ça dans ce tableau en fait. Donc dans le standard, par exemple, un int c'est au moins 16 bits, un short aussi. Et du coup, il y a des systèmes sur lesquels il n'y a pas de différence entre short et int. La taille minimale d'un long c'est 32 bits. Et il y a certains systèmes sur lesquels le int est fait 32 bits. Sur la plupart des Linux, on va trouver des int à 32 bits. Donc sur la plupart des systèmes, enfin sur la plupart de ceux que je vois en tout cas, en général le int et le long ont la même taille, mais le standard garantit pas ça. Donc si vous utilisez les types de base, vous n'êtes pas certain absolument de la taille des entiers que vous manipulerez.
Donc pour ça, un peu bien après la création du langage, le standard a évolué et il y a des entiers standards qui sont arrivés dans la spec, dans le standard du langage, qui sont dans un fichier d'entête qui s'appelle stdint. Et donc dans stdint, on a des entiers standards pour lesquels on précise la taille. On a int 8t, int 16t, int 32t, et ça correspond à chaque fois au nombre de bits de l'entier. Et on a des variantes non signées avec un U devant, uint 8t, uint 16t, etc. Donc ça, je vous en parle parce que typiquement, en fin d'année, quand on fait un simulateur ARM, on va récupérer des instructions ARM qui sont sur 32 bits. Donc il faut qu'on manipule des entiers sur 32 bits. On va aller chercher dans les différentes parties de notre entier les différentes parties de l'instruction. Et donc, la taille de ce qu'on manipule va avoir une petite importance quand même. Donc, c'est des choses dont il faut avoir conscience. Et puis, quand la taille est importante, eh bien, il vaut mieux manipuler les entiers standards qu'il y a dans stdint. Quelques mots sur les booléens. C'est juste une remarque au passage. Il n'y a pas de booléens en C. Alors, il y en a dans les normes récentes d'après 2000, mais la plupart des programmes en circulation sont plutôt restés dans l'esprit d'avant les années 2000, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de booléens en C. Et en C, il y a une convention qui est de considérer une valeur comme vraie ou fausse selon si elle vaut 0 ou pas. Et du coup, si on prend l'expression A inférieur ou égal à B, par exemple, pour le C, ce sera une expression qui a une valeur entière, qui sera fausse si elle vaut 0, et qui sera vraie si elle est différente de 0. Et ce qui se passe, c'est que ces opérateurs-là, les opérateurs logiques, c'est des opérateurs qui travaillent sur des valeurs entières. Donc ils prennent des valeurs entières. Alors en général, les valeurs entières, celles qui sont créées en tout cas par ces opérateurs, c'est 0 ou 1. Donc en général c'est des 0 ou 1, mais on n'est pas restreint à 0 ou 1. 0 c'est faux et tout ce qui est différent de 0 c'est vrai. Et donc ça c'est des choses que vous pouvez voir de temps en temps dans les programmes. On peut tester par exemple à la suite d'une allocation mémoire, on va tester si ça a marché ou pas en faisant un test juste sur le pointeur. Si la valeur du pointeur si le pointeur est nul, ce sera une valeur fausse, et dans ce cas-là, le test échouera. Si le pointeur est pas nul, si c'est une adresse valide, le test sera vrai. Donc on n'a pas forcément, quand on écrit du C, des fois on condense un peu, on ne met pas forcément tous les opérateurs en se servant de cette convention-là. Les caractères. En C, les caractères n'existent pas, là, ils n'existent vraiment pas. En fait, on sait, pour tout ce qui est caractère, on manipule que des entiers. Donc, du point de vue du C, en fait, le programme, lui, ne voit que des entiers. Et en fait, les caractères se mettent à exister quand on veut faire de l'affichage, par exemple. Si on veut afficher un caractère particulier, eh bien, on va dire à la fonction d'affichage, à printf, que ce qu'on veut afficher, c'est un caractère particulier. Et ce qu'on va donner à printf, c'est le code ASCII du caractère, donc un entier qu'on manipule dans le langage. Et printf va l'interpréter comme un caractère à afficher. En fait, c'est les fonctions de lecture-affichage qui interprètent les choses comme des caractères. Quand ça arrive après dans le programme, c'est que des entiers. Donc quand on manipule des caractères, en fait, ce qu'on manipule, c'est des codes ASCII. Un caractère, c'est la même chose qu'un code ASCII, c'est-à-dire on manipule des entiers qui sont des codes ASCII. Donc, dans le détail, un code ASCII, c'est le standard ASCII définit 128 caractères, donc ça tient sur 7 bits. Et il y a des extensions. Typiquement, il y en a deux qui sont connues, qui sont le Windows Latin, le macOS Roman, qui prennent le 8e bit pour avoir 128 caractères de plus et coder les accents, typiquement, les caractères accentués, les choses comme ça. Ça, c'est pas vraiment en train de devenir obsolète, c'est en train d'être complété en fait par UTF. Donc UTF, si on prend UTF-8, c'est un surensemble de l'ASCII. En fait, on a les 128 caractères de l'ASCII, et puis il y a des caractères en plus qui servent à exprimer d'autres caractères. Et l'idée d'autres standards comme UTF, c'est d'inclure tous les caractères qu'il y a dans le monde. Donc dans UTF-8, vous pouvez avoir des caractères
des kanji japonais typiquement, et les idéogrammes c'est dans toutes les langues en fait, de manière générale. Mais c'est pas incompatible avec ça. Et de manière générale, nous on n'ira pas trop regarder ce genre de problème, mais quand on commence à regarder les différents jeux de caractères, ça devient compliqué, parce qu'il y a beaucoup de choses qui coexistent. Donc il y a d'autres standards aussi comme UTF-16 qui ne sont pas compatibles du tout avec ça. Mais le plus répandu c'est UTF-8, c'est pas pour rien, c'est parce que c'est compatible avec l'ASCII. Ça inclut l'ASCII. Les entrées-sorties. Alors quand on commence le C, il faut apprendre deux fonctions, une qui s'appelle printf, l'autre qui s'appelle scanf, qui servent aux entrées-sorties. Donc printf ça sert à afficher, scanf ça sert à lire des valeurs et les stocker dans des variables. Pour scanf, on a un petit problème technique, c'est que pour lire des valeurs et les stocker dans des variables, il faut passer ces variables par adresse. Par défaut, on sait le passage de paramètres par adresse n'existe pas. Hein, le passage de paramètres, ça se fait par valeur. Je vais y revenir un peu après. Et donc, quand on veut utiliser scanf, il faut explicitement passer l'adresse, hein, c'est-à-dire rajouter une esperluette devant le nom de nos variables pour dire explicitement que ce qu'on passe, ce n'est pas une valeur, c'est une adresse. Et les valeurs, elles sont interprétées selon le format. Donc, comme je vous disais juste avant, les caractères sont des entiers. Donc là, par exemple, si je lis avec scanf un entier, que je vais stocker dans ma variable i, donc là j'ai l'esperluette en fait pour dire que je vais modifier cette variable, donc je passe l'adresse de cette variable. Une fois que j'ai lu cette variable i, j'ai un entier, c'est un int ici. Je peux l'afficher sous plein de formes différentes. Je peux l'afficher comme un entier en décimale, dans la base décimale. Donc ici dans printf, j'aurai un %d pour indiquer que je vais afficher un entier. Et donc ce premier paramètre-là sera affiché en décimale. Ensuite j'ai un %x pour dire que je vais afficher en hexadécimal. Ah oui, oui, tout à fait. Ensuite j'ai un %x pour dire que je vais afficher en hexadécimal, donc ce paramètre-là sera pris en hexadécimal. Et le %c, c'est pour dire que je vais afficher un caractère, donc ça, ce sera pris comme un code ASCII, et il y aura un caractère qui sera affiché. Au niveau des formats, donc il y en a beaucoup, hein, vous pouvez aller chercher dans la page de manuel de printf pour les connaître. Là je vous donne les principaux. Donc au niveau des formats, en fait, la chaîne de format du printf ou du scanf, ça contient des caractères qui seront affichés tels quels, et puis des directives, donc tout ce qui commence par un %, c'est une directive, des directives de traitement qui correspondent à des arguments qui suivent le format. Et dans les directives classiques, on trouve les affichages d'entiers, alors en décimale, en hexadécimal, on trouve aussi l'octal par exemple, on trouve d'autres bases. On trouve le %c qui nous demande d'afficher un entier comme un caractère, donc en prenant son code ASCII. On trouve des variantes. Si on manipule des entiers longs, par exemple, pour stocker des grandes valeurs, on peut dire à printf il faut dire à printf que c'est un entier long pour qu'il l'affiche correctement. On peut aussi lui demander d'afficher des entiers non signés ou des longs non signés. Donc il y a plein de variantes comme ça. Et puis après, on a des formats un peu différents pour les flottants, les doubles. Donc le double, c'est un flottant long. Et les chaînes de caractères. Donc ça, c'est les principaux. Normalement, vous n'aurez pas besoin d'autres formats, a priori. Et le truc qu'il faut connaître pour scanf qui est utile, c'est pour scanf, quand on met un espace dans le format, un seul espace, c'est interprété comme une séquence de séparateurs. C'est pour ça que c'était comme ça dans le code précédent. Ici, il y a un espace exactement. Ça permet de sauter tout ce qui est espace, tabulation, retour chariot, donc tout ce qui traîne, tout ce que l'utilisateur a pu rentrer en fait avant de saisir son entier. Donc si l'utilisateur met des espaces ou passe à la ligne, c'est lu par le scanf jusqu'à ce qu'il commence à tomber sur des chiffres qui lisent l'entier. Donc l'espace unique pour avoir une séquence quelconque de séparateurs à la lecture. Et dans scanf, le %s est particulier, il lit un seul mot. Il s'arrête au premier séparateur. Premier espace, première tabulation, premier retour chariot.
Donc ça ne peut pas servir à lire une ligne, typiquement scanf. Ça, c'est une confusion qu'on a souvent. Les tableaux. Alors, les tableaux, c'est un ensemble d'éléments consécutifs qui ont tous le même type. Et tous ces éléments dans un tableau sont numérotés. Le numéro, on appelle ça un indice. Ils sont numérotés de 0 au nombre d'éléments moins 1. Et ce nombre d'éléments, on appelle ça la taille du tableau. Et ce qu'il faut savoir, c'est que la taille du tableau, on la donne à la déclaration, on sait. Ça ne varie pas au cours de l'exécution, les tableaux sont complètement statiques. Et le C ne stocke pas la taille des tableaux. Le C, en fait, quand on déclare un tableau, il réserve la mémoire qu'il faut. Et après, tout ce qu'il manipule, tout ce que le langage est capable de manipuler, c'est un pointeur sur le début du tableau. Donc je reviendrai un peu plus tard sur les pointeurs, mais en tout cas, la taille n'est pas stockée. Donc un petit exemple. Ici, on déclare un tableau de 10 éléments. Ensuite, on a une boucle qui va remplir le tableau de 1. Enfin non, qui va remplir un des éléments 1. Et puis après, on a une deuxième boucle. Alors, bon, je ne vais pas détailler, mais en gros, ça, c'est... je ne sais pas si vous connaissez cette formule-là. On prend un élément du tableau tel qu'il était avant, et puis l'élément qui est à gauche, pour fabriquer une nouvelle valeur. Donc ça, c'est un petit programme qui fabrique le triangle de Pascal, en fait. Le triangle de Pascal, c'est ça, on démarre par un 1, puis après, en fait, sur une diagonale, on n'a que des 1, et puis on fabrique les valeurs en prenant la valeur qui est au-dessus et la valeur qui est à droite. Et donc voilà, c'est un petit exemple pour vous montrer qu'un tableau, on le déclare comme ça. On peut y affecter des valeurs. On peut lire les valeurs qu'il y a dedans. Et donc on accède à un élément en indiquant entre crochets l'indice de l'élément. Et à la déclaration, on dit le nombre total d'éléments, la taille du tableau. Les débordements. Alors attention, parce que le C, toujours dans le même esprit, le C ne vous laisse faire tout, en fait, ne vérifie pas grand-chose. En particulier, là, pour les tableaux, c'est surtout pour ne rajouter aucun surcoût à l'exécution. Donc le C vous laisse faire tous les essais que vous voulez. Lui, il y a 0 vérification, donc ça ne coûte rien en termes de performance. Par contre, il faut faire attention à ne pas faire n'importe quoi. En particulier, quand on écrit ça, eh ben, ça marche. On peut déclarer un tableau de taille 10 et puis accéder à l'élément 99. Ça compile. Après, je ne peux pas trop vous dire ce qui va se passer quand vous l'exécutez, parce que ça dépend de l'architecture du système. Mais en gros, quand vous l'exécutez, soit vous avez une erreur mémoire, soit vous allez écraser une valeur qui se trouve en mémoire, qui va dépendre de la manière dont est compilé le programme, en gros. Donc ce que vous aurez à cet endroit-là, ça va dépendre du programme et de la manière dont c'est compilé. Mais en tout cas, quand je dis que ça marche ici, ça compile, ça peut s'exécuter. Et probablement, ça va faire une erreur mémoire ou un bug un peu plus étrange. Là, vu l'indice, ça va probablement faire une erreur mémoire quand même. Mais quand c'est proche de la fin, ça ne fait pas d'erreur mémoire, ça fait des bugs étranges. Donc, ce que je vous disais, alors le C ne vérifie pas du tout ce qu'on lui donne comme indice, il nous fait confiance. Et du coup, il nous laisse écrire au-delà des bornes du tableau en mémoire. Ce qui se passe concrètement, c'est que, c'est les deux cas que je vous racontais, si on est vraiment en dehors des limites, il y a ce qu'on appelle une segmentation fault, ça veut dire qu'on sort de l'espace d'adressage qui est attribué à notre processus. Si on n'est pas vraiment en dehors des limites, typiquement après le tableau on avait déclaré d'autres variables, on va se retrouver à écrire sur les variables qu'on a déclarées après le tableau. Voire ça peut être plus embêtant si notre tableau c'était une variable locale d'une fonction, en écrivant au-delà on peut se retrouver à écrire par-dessus l'adresse de retour de la fonction par exemple. Et dans ce cas-là, quand on a le retour de la fonction, ça va faire un branchement n'importe où et on aura probablement une segmentation fault. Donc il peut se passer plein de trucs, mais les erreurs principales, c'est qu'on sort de l'espace d'adressage, ou on va écraser quelque chose en mémoire, et là, il peut se passer n'importe quoi. Pour éviter cela, il faut être très attentif. Alors je vais vous présenter quand même, on a des outils pour aider, mais le premier conseil, c'est d'être très attentif.
ne jamais accéder en dehors des bornes d'un tableau. Les fonctions. Alors une fonction, c'est caractérisé par un nom, le type de la valeur de retour. Alors ici, on a une fonction addition, par exemple. Elle a un certain nom, donc elle s'appelle addition. Elle va retourner un entier, donc on a un type de la valeur de retour. Et puis, elle a un certain nombre d'arguments. Ici, il y a 2 arguments qui sont entiers. Les fonctions, on peut les annoncer, les déclarer n'importe où dans le programme avec ce qu'on appelle un prototype, c'est-à-dire c'est ce que vous avez ici. Le prototype, ça correspond à ce qu'on appelle la signature de la fonction, c'est-à-dire c'est toutes les infos que je vous ai données là, le nom, type de la valeur de retour, type des arguments. Et ça permet de dire que cette fonction va exister quelque part. Elle ne sera pas définie tout de suite, elle va exister quelque part ailleurs dans le programme. Alors ici, il y a un prototype au tout début du programme pour une définition à la fin du programme. Mais cette définition, elle peut très bien être déplacée dans un fichier différent. Et le prototype sert justement à dire que la fonction existe, mais qu'elle sera dans un fichier différent. Donc là, pour cette fonction, eh bien, c'est juste une addition. Donc ça, on prend 2 entiers, A et B, on additionne A et B, et puis on renvoie le résultat de l'addition. Comme je vous disais tout à l'heure, je vais insister dessus, mais le passage de paramètres en C est par valeur. Donc ici, quand je passe une variable qui s'appelle A, je la passe ici, là. Quand je passe une variable qui s'appelle A, ben c'est la valeur de cette variable qui est passée, qui est copiée dans ce qu'on appelle le paramètre formel, ici, de l'espace qui est créé exprès pour l'appel de la fonction. Et du coup, quand je modifie ce A-là, ça n'a aucune incidence sur le A qui est là. On a juste passé des valeurs lors de l'appel de la fonction. Comme je vous disais, j'insiste. En particulier, quand on a bien compris que le passage de paramètres est par valeur, ben on peut comprendre qu'une fonction, même sans regarder comment est-ce qu'elle est implémentée, on peut bien comprendre qu'une fonction échange qui est déclarée comme ça, avec cette signature-là, elle ne peut pas marcher. Parce que ici, si j'espère échanger les valeurs A et B, comme je passe pas des adresses de variables, hein, je passe uniquement des valeurs ici. Quand j'appelle un échange, là, ben, je passe que des valeurs et ça ne risque pas d'échanger le contenu de mes 2 variables. Donc une fonction échange qui est déclarée comme ça, elle ne peut pas marcher. Et alors après, là, j'ai essayé de jouer le jeu, hein, j'ai mis quelque chose qui ressemble à un échange, effectivement. On met des valeurs dans une variable temporaire, on met l'autre valeur dans la première, la variable temporaire dans la dernière, et puis voilà. Donc ça ressemble à un échange, mais ici on a juste récupéré des valeurs du programme principal, et ça n'a pas d'incidence sur ces 2 variables-là. Donc on ne peut pas écrire une fonction d'échange de cette manière-là. Donc ça, j'y reviendrai la prochaine fois. La prochaine fois, on parlera plus en détail de mémoire. Mais c'est la même idée que ce qu'on a pour scanf, c'est-à-dire que si on veut changer des variables, on va être obligé de travailler sur des adresses. Donc on va être obligé d'utiliser des pointeurs et de travailler sur des adresses. En tout cas, de base, comme ça, on ne peut pas faire ça. Les tableaux, c'est un peu différent parce que les tableaux, ils sont complètement manipulés par adresse, par le langage. Et du coup, quand on passe un tableau à une fonction, on ne passe pas une copie de ses éléments, mais justement, on passe l'adresse de son premier élément. Et donc, le tableau, c'est la seule exception, parce que le langage le manipule complètement par adresse tout le temps. Du coup, si je fais une fonction échange, celle-là ici, qui prend en paramètre un tableau d'entiers, et puis 2 entiers, qui sont les indices que je souhaite échanger. Donc ici, j'ai le même code que tout à l'heure. Je vais échanger le contenu des cases I et J du tableau. Donc je vais chercher un indice I, un indice J, et je fais bien un échange. Donc avec un tableau, ça, par contre, ça marchera. C'est-à-dire que si j'ai un tableau qui contient 2 valeurs, 42 et 503, à la suite de l'appel à échange, eh bien, j'échange ces 2 valeurs, et du coup, le premier élément, ce sera 503, le second, ce sera 42.
Et quand j'afficherai ici, j'afficherai en 503, on parle de 42. Donc j'aurai bien un échange des deux valeurs, parce que le tableau, celui-là en fait, on a transmis à la fonction, c'est juste une adresse, c'est-à-dire c'est la même chose que le tableau qu'on a ici. Et c'est la seule exception dans le langage, partout ailleurs, il faut qu'on le fasse nous explicitement à la main. Quelques mots sur les chaînes de caractères, parce que ça va un peu avec les tableaux. Une chaîne de caractères, c'est un tableau de caractères qui va contenir un caractère dont la valeur est 0. Alors ça s'écrit comme ça, hein, c'est-à-dire un caractère, c'est quelque chose qui est entre simples cotes, et quand entre simples cotes, on indique avec un anti-slash une valeur numérique, hein, c'est un code ASCII. Donc là, c'est le caractère qui a pour code ASCII 0. Comme le C est assez permissif, quand on veut manipuler ce 0-là, si on l'écrit comme un 0 tout court, qui sera un int, qui ne sera pas un char, ça marchera aussi, parce qu'il va convertir en char s'il y a besoin. Donc on peut l'écrire comme ça, là c'est le bon type, c'est un vrai char. Et on peut l'écrire 0 tout court, ce sera un int qui sera converti au besoin. Donc les chaînes de caractères, ce n'est rien d'autre que des tableaux de caractères qui contiennent un élément qui est 0, qui par convention va marquer la fin de la chaîne de caractères. Comme les tableaux sont passés par adresse, quand on veut manipuler des chaînes de caractères avec printf et scanf par exemple, avec scanf on n'aura pas d'esperluette. Si on veut lire un mot avec %s qu'on va stocker dans une certaine variable qui s'appelle s, bah ici j'aurai pas d'esperluette devant s parce que s c'est censé être un tableau de caractères, et les tableaux sont passés par adresse. Donc là aussi on est dans la même exception que juste avant, hein, c'est les tableaux sont manipulés de manière particulière par le C. Attention au débordement, je vais y revenir au prochain cours, mais ça en général c'est plutôt déconseillé. Je vous le montre, c'est quelque chose qu'on fait parce que c'est facile au début, on commence comme ça, mais c'est quelque chose qui est déconseillé parce que rien ne nous dit que l'utilisateur ne va pas taper une suite de caractères beaucoup trop longue pour le tableau qui est ici. Scanf, c'est une fonction de lecture, hein, donc je vais récupérer ce que me donne comme entrée l'utilisateur. Et du coup, l'utilisateur peut toujours me donner une chaîne de caractères beaucoup trop longue en entrée. Et donc ça va déborder, ça va aller au-delà du tableau que j'ai prévu. Pour les chaînes de caractères, un petit exemple, si je veux écrire une fonction qui calcule la longueur d'une chaîne de caractères, eh bien je pars de l'élément 0 et je parcours ma chaîne jusqu'à ce que je rencontre le marqueur de fin de chaîne en incrémentant l'indice. Et donc à la fin, la longueur de ma chaîne, ce sera l'indice que j'obtiens, l'indice du 0, qui m'indique le nombre de caractères qu'il y a dans la chaîne. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que pour manipuler des chaînes de caractères, on a tout un tas de fonctions dans la bibliothèque standard. En particulier celle-là, la longueur, elle existe, elle s'appelle strlen. Il y a une fonction qui s'appelle strcopy pour copier une chaîne dans une autre, strcmp pour comparer deux chaînes de caractères, str4 pour concaténer, strstr pour faire de la recherche dans une chaîne. Donc il y a à peu près tout. Là, ici, la petite fonction, c'est juste pour l'exemple. Hein. De manière générale, si vous manipulez des chaînes de caractères, souvent on s'en sort très très bien avec les fonctions qui existent dans la bibliothèque standard. C'est rare qu'on ait besoin de réécrire nous-mêmes des choses pour parcourir à la main. Ça arrive. Les structures. Alors les structures, c'est quelque chose, c'est un type qui est composé de plusieurs parties qu'on appelle des champs. Et ces différentes parties sont chacune un type potentiellement différent. Donc une structure, par exemple, peut regrouper un entier, une chaîne de caractères dans un même paquet. Et donc le type obtenu, ce sera le regroupement d'un entier d'une chaîne de caractères. On peut imaginer ça comme des couples ou des tuples en général. C'est l'amalgame de plusieurs valeurs. Pour les structures, on a un opérateur point pour accéder au champ de la structure. Au champ d'une variable, pardon. Quand on a une variable de type structure, on a l'opérateur point pour accéder au champ de la variable. Et les structures sont manipulées comme les types de base, hein, c'est-à-dire que tout est fait par copie, affectation, passage de paramètres, etc.
Et du coup, si je déclare une structure ici que j'appelle complexe pour les nombres complexes, alors ici j'aurai deux champs qui seront tous les deux des doubles, mais ça peut être hétérogène. Donc dans ma structure complexe, j'ai deux doubles, un que j'appelle R pour la partie réelle, un I pour la partie imaginaire. Et une fois que j'ai déclaré cette structure complexe, je peux l'utiliser comme un type pour, par exemple, définir une opération d'addition. Donc une addition qui renverra un nombre complexe, donc struct complexe, et qui prendra deux nombres complexes en entrée. Un struct complexe A et un struct complexe B. Donc dans la fonction, qu'est-ce qui se passe? Alors c'est un passage par valeur, hein, donc comme tout à l'heure, je peux m'amuser à modifier A, ça ne pose pas de problème, ça ne modifiera rien dans le programme appelant. Et du coup, ici pour l'addition, je peux ajouter la partie réelle de B à celle de A, la partie imaginaire de B à celle de A, et retourner A. Et comme je dis, ça ne perturbera pas le programme appelant parce que c'est passé par valeur. Et donc, si je regarde mon exemple ici, ben, j'ai trois complexes ABC. Je leur donne des valeurs initiales, 2 plus 1,3i, 1,1 plus 0,5i. Je stocke le résultat de l'addition dans C, et puis là, si j'affiche toutes les parties imaginaires de mes nombres complexes, eh bien j'aurai 1,3 qui n'a pas changé, 0,5 et 1,8. En général, quand on parle de structure, assez rapidement, on va aussi parler du type-def. Enfin, ça va pas forcément spécialement avec les structures, mais disons que le besoin est un peu de même nature. Le type-def, en fait, c'est quelque chose qui nous permet de définir un nouveau type. Alors, définir un nouveau type, ça veut dire quoi? Ça veut dire donner un nom simple à un type qu'on va exprimer de manière compliquée. Typiquement, si je prends l'exemple précédent, quand je déclare une structure comme ici, le type associé, je le manipule toujours avec le mot-clé struct. Et du coup, le type associé, c'est struct complexe. Et du coup, c'est pas très pratique à manipuler. Ce serait plus pratique si j'avais un type qui s'appelle complexe tout court. Donc en général, le type-def, il sert à donner des noms plus simples à des types compliqués à exprimer. Et puis, le deuxième intérêt, c'est qu'avec un type-def, on donne un nom à quelque chose dont on ne connaît pas le détail. En fait, ça sert à masquer le détail d'implémentation d'un type particulier. Donc un petit exemple. Donc le type-def, ça s'utilise sous une forme, ça ressemble à une déclaration, sauf qu'il y a type-def devant. Et du coup, on a une partie type ici, qui est là, c'est une structure qui contient deux doubles, un qui s'appelle R, deux champs doubles, un qui s'appelle R, un qui s'appelle I, et un nom. Le nom, c'est le nom du nouveau type associé au type précédent. Donc là, j'ai ce type-là qui est une struct anonyme, et j'ai associé un nom tout simple qui s'appelle complexe, grâce au type-def. Donc du coup, maintenant, je peux utiliser complexe, tout court, comme un type, un nouveau type, qui correspondra à quelque chose qui a cette structure-là. Et donc, je pourrais définir mon addition de manière un peu plus lisible, juste en termes de complexe. Donc, ça prend deux complexes A et B, et puis ça renvoie un complexe. Donc là, il y a le même code, ça fait la même chose. C'est le même exemple, sauf que c'est un peu plus lisible. Et puis l'autre avantage, c'est que grâce au type-def, j'ai un nouveau type qui s'appelle complexe. Et je ne sais pas ce qu'il y a derrière. Je peux très bien choisir de changer l'implémentation plus tard, de mettre un tableau à la place d'une structure, par exemple. Comme c'est masqué derrière un type auquel j'ai donné un nom, eh bien le détail d'implémentation n'est pas visible ici dans le programme principal. Donc ça me permet de masquer un peu les choses. Dans cette idée-là, dans cette idée de masquer un peu les choses, je vais vous parler de programmation modulaire. Et on va voir comment on coupe un programme en morceaux et comment on fait pour que l'ensemble reste cohérent. Alors, pour couper un programme en morceaux, alors on avait un petit problème dans le programme précédent. Je vous dis, l'intérêt du type-def, c'est de simplifier les choses, mais aussi de masquer le détail d'implémentation. Sauf que si vous regardez bien l'exemple, je ne suis pas très crédible, parce qu'en fait, tout ça, là,
ça donne le détail d'implémentation. En fait, je vous dis que le détail d'implémentation est masqué derrière le type complexe, mais juste en dessous, j'utilise l'opérateur point, et du coup, je vois bien que mes variables A et B, c'est des structures qui contiennent un champ R, qui contiennent un champ I. Donc le détail d'implémentation, il apparaît bien. Donc en fait, si on veut vraiment faire ce que je vous ai raconté, c'est-à-dire masquer le détail d'implémentation, bah, il faut, dans ce programme-là, en fait, qui est l'utilisation des nombres complexes, il faut masquer tout le détail de la structure de données complexe. Et donc, il faut aller un peu plus loin que ça. Donc, pour être un peu plus abstrait, on va remplacer ces parties-là par des fonctions qui, justement, elles, vont masquer le détail d'implémentation. Donc, si je regarde mon programme principal, ici, je déclare des complexes. Je vais avoir des fonctions pour fabriquer des nombres complexes à partir d'une partie réelle et imaginaire. Donc, ces fonctions-là, en fait, on va les retrouver quand on fera de l'orienté objet. C'est l'équivalent de ce qu'on appelle un constructeur en orienté objet. C'est quelque chose qui permet de fabriquer un objet d'un type abstrait, d'un type qu'on a créé nous, à partir de tous les éléments connus dans la spec. Donc un nombre complexe, je sais qu'il a une partie réelle et une partie imaginaire. Par contre, je ne sais pas comment il est implémenté. Je ne sais pas si c'est une structure ou un tableau. Donc je laisse la responsabilité de s'occuper de ça à une fonction qui va me masquer le détail d'implémentation. Et donc la fonction, étant donné partie réelle, partie imaginaire, me fabrique un nombre complexe qui utilise la bonne structure de données. Et du coup, mon addition, en fait, va venir se compléter par cette fonction de construction, et puis par des fonctions d'accès. En fait, je sais qu'un nombre complexe, il a une partie imaginaire, donc je dois disposer d'une fonction pour accéder à la partie imaginaire du nombre complexe, qui elle aussi me permet de masquer le fait que c'est une structure et pas un tableau. Et donc ça masque le détail d'implémentation. Et donc si je regarde mon programme principal maintenant, ici j'ai plus aucune indication, enfin j'ai plus rien qui me montre que c'est une structure. Et si j'ai envie, je peux changer l'implémentation du complexe par un tableau. Du point de vue du programme principal, ici, ça ne fera aucune différence. L'idée qu'on va avoir juste ensuite, c'est de couper ce programme en deux parties. La partie qui propose des opérations sur les nombres complexes, on va appeler ça un module sur les nombres complexes, dans lequel j'ai un type complexe qui est complètement abstrait, des opérations qui masquent le détail d'implémentation, et puis après j'aurai une partie utilisation du module, qui elle, du coup, ne voit pas du tout le détail d'implémentation. Et je peux complètement changer l'implémentation du module, le programme principal ne sera pas du tout impacté. Donc, pour passer à cette étape suivante, donc bon, ça c'est ce que je viens de vous raconter. Hein. Donc l'idée de la programmation modulaire, c'est justement ça, c'est de réussir à voir un programme comme différents modules indépendants. Et l'idée, ça va être de découper le programme selon ces différents modules. Et les modules doivent être le plus indépendants possible, c'est-à-dire que si je change l'implémentation qu'il y a dans un module, ça ne doit pas perturber le reste du programme. Alors on sait comment est-ce qu'on fait ça. En C, il va y avoir deux constituants. Pour un module, en fait, on aura de l'implémentation qu'on va placer dans un fichier .c. Et puis, dans un module, on aura un certain nombre de fonctions. Pour pouvoir être utilisées par d'autres modules, il faudra qu'elles soient déclarées, qu'il y ait au moins des prototypes qui soient déclarés. Et du coup, tout ce qui est, on va dire, interface d'utilisation du module, on va le mettre dans des fichiers .h qu'on appelle des fichiers d'entête. Et donc en découpant comme ça, avec des .c pour l'implémentation, des .h pour l'interface, on va être capable de couper notre programme en modules et du coup d'avoir plein d'avantages. Donc la programmation modulaire, c'est encouragé par tout le monde hein, parce que ça n'a quasiment que des avantages. Le petit inconvénient, c'est que c'est un peu plus compliqué parce qu'il y a les fichiers d'entête, il y a un peu plus de choses à écrire. Mais le gros avantage, c'est qu'on peut distribuer le travail. Si on a une équipe de 6, par exemple, comme vous aurez en fin de semestre, eh bien, on peut très bien se mettre en 3 équipes de 2, se distribuer le travail. Si on est très précis sur l'interface entre les modules, eh bien, du coup, la partie implémentation ne devrait pas avoir d'impact, du moins qu'elle est correcte, hein, bien sûr. Et du coup, on peut travailler en équipes séparées sur différents modules.
le fait d'avoir des fichiers d'interface, des points H, ça permet d'avoir un endroit naturel où mettre la documentation d'utilisation du module. Et en général, il y a beaucoup de projets pour lesquels la doc est dans les points H du projet. Donc ça permet de documenter en fait pendant qu'on écrit le code de manière assez simple, on sait où mettre la documentation et ça simplifie le dialogue entre les développeurs. On va pouvoir compiler de manière séparée, donc ça j'y viens juste ensuite. Et les modules, c'est évolutif, on peut changer d'implémentation pour mettre une autre implémentation plus efficace par exemple, ou moins gourmande en mémoire. Et du coup ça permet de faire évoluer le programme sans que ça soit perturbant. Et ça simplifie le test du programme aussi. On peut tester les modules indépendamment les uns des autres. Quand on a fini un module, on le teste. Et ça permet d'avoir un développement qui est plus, on dit incrémental, c'est-à-dire pour lequel on a des briques de base qui sont des modules qu'on a testés. Et on va construire avec ces briques de base. Et donc, on va faire que avancer dans la bonne direction. On n'aura pas ce qu'on appelle des régressions, c'est-à-dire un nouveau développement qui casse tout ce qu'il y avait avant, qui oblige à tout revoir. Donc comment ça se fait en pratique? Alors en C, pour faire ça, on va faire un tout petit peu appel à une partie du compilateur qu'on appelle le préprocesseur. Le préprocesseur, il interprète les parties qui commencent par un dièse. Donc les dièse include, c'est le préprocesseur qui les interprète. Donc le préprocesseur, c'est quelque chose qui fait une première passe avant de compiler le programme proprement dit. Et le préprocesseur, il est capable en fait de faire un peu plus que juste des inclusions. Par exemple, dans un point H, ce qu'on va mettre typiquement, c'est des directives qui empêchent l'inclusion du même point H plusieurs fois dans le programme. Pourquoi? Parce qu'en fait, on sait, j'ai pas le droit d'avoir plusieurs déclarations du même type. Donc si dans mon programme, je retrouve plusieurs fois la déclaration du type complexe, c'est un petit peu embêtant. Et le problème, c'est que les fichiers d'entête, par des inclusions indirectes, on va se retrouver souvent à les inclure plusieurs fois dans le même morceau de programme. Donc pour éviter que ces inclusions multiples soient prises en compte plusieurs fois, on va faire appel au préprocesseur. Donc le préprocesseur, l'idée ici, c'est qu'on va tester si un symbole particulier est défini. Donc là, j'ai choisi un symbole que j'appelle complexe H, avec des soulignés devant pour qu'il ne puisse pas y avoir d'ambiguïté avec une variable. Et en général, moi, voilà, c'est ce que je fais. Je prends le nom du fichier .h et puis je rajoute des underscores pour que ça fasse un nom unique et avec l'underscore qu'on ne puisse pas confondre avec une variable. Pourquoi? Parce que c'est le même espace de nommage. Donc ici, vous n'avez pas le droit de mettre un nom de variable, sinon ça ne compilera pas. Et donc là, ce qui est dit ici, c'est que si ce symbole n'est pas défini, eh bien alors on le définit. Et puis on prend en compte tout ça. Et là, il y a la fin de la structure conditionnelle, hein, le ndif. Le ndif ici correspond à ce if-ndef là. Et si mon fichier .h est inclus plusieurs fois dans un programme, bah, la toute première fois va définir le symbole complexe h. Et puis la seconde inclusion, comme le symbole sera déjà défini, eh bien le if-ndef ne va pas être vérifié. Et du coup, toute cette partie-là sera ignorée, ne sera pas du tout incluse. Et du coup, ces directives-là, ça permet de n'avoir qu'une seule inclusion de chaque point H. Même si on a des points H qui incluent d'autres points H, et que du coup, par cascade, on a plusieurs inclusions. En fait, seule la première sera prise en compte. Donc dans ce point H, mis à part ces petites directives du préprocesseur, bah, je vais retrouver tout ce que j'avais dans mon programme précédent, le type complexe, et les prototypes de toutes les opérations, ce qui va me permettre d'utiliser tout ça n'importe où, dans n'importe quel fichier de mon programme. Et du coup, une fois que j'ai ça, je suis capable de découper mon programme en plusieurs fichiers .c. Un premier fichier .c qui est l'implémentation des nombres complexes, donc dans lequel on va inclure le point H. Alors cette inclusion de point H, elle est importante parce que quand on inclut le point H ici, le compilateur va nous dire si les prototypes qu'on a dedans sont cohérents avec les définitions qu'on a là. Donc l'inclusion du point H qui est ici, ça nous permet de vérifier la cohérence de l'ensemble.
Et ça nous permet aussi de disposer du type complexe. Et sinon, donc là, on a la même implémentation que le programme précédent. Hein. Je ne vais pas détailler. Et ensuite, le programme principal sera lui aussi dans un fichier séparé. Et il n'a plus besoin que de l'interface complexe.h pour pouvoir utiliser les nombres complexes de manière complètement abstraite. Hein, on n'a pas le détail d'implémentation, comme je vous disais. Cette idée générale de couper en fichiers et puis d'avoir juste une interface dans les points H, c'est ce qui est utilisé partout dans le C. Et typiquement, stdio.h, vous pouvez aller regarder ce qu'il y a dans le fichier si ça vous amuse. Hein, il n'y a pas de secret. C'est que des éléments de syntaxe que je vous ai montrés. Des fois, il y a des directives du préprocesseur un peu bizarres, mais c'est tout. Et vous allez y trouver des définitions de type et des prototypes, sachant que l'implémentation sera dans la bibliothèque standard qui est incluse par défaut à tous les programmes. Donc la compilation séparée, ça va consister à prendre ce programme précédent et à le compiler de manière séparée. Alors pourquoi compiler de manière séparée? Parce qu'en fait, dans la compilation, donc là, le programme précédent, je pourrais très bien le compiler en donnant à Clang tous les points C. Donc je lui donne tous les points C, il arrive à tout compiler, il met tout ensemble et ça fait un programme. Donc ça, c'est toujours possible. L'intérêt de la compilation séparée, c'est que quand on compile, il y a plusieurs étapes, et en particulier, il y a une étape qui est traduire les structures de données du langage en langage machine. Et avant la traduction en langage machine, il y a toute une série de phases d'optimisation. En particulier, on essaye de factoriser les expressions communes, on fait de l'assignation de registres, la meilleure possible. Le compilateur, si on lui demande d'optimiser un peu plus, il va essayer de dérouler les boucles, il va essayer de remplacer des opérations par des variantes plus efficaces. Et donc il y a toute une phase d'optimisation qui est super coûteuse. Et sur des très gros projets, si on atteint le million de lignes de code, typiquement, comme c'est le code d'un système d'exploitation, ce sera 1 million de lignes de code. Donc sur des très gros projets, le problème c'est que si on ne compile pas de manière séparée, si quand on fait une petite modif, on doit tout recompiler, eh bien on va passer des heures à attendre la compilation, juste la compilation. Donc la compilation séparée, elle est très importante quand vous commencez à travailler sur des projets qui grossissent, parce que le temps de compilation grossit forcément. Et l'idée, c'est d'éviter de refaire l'étape de traduction sur toutes les parties qu'on a déjà traduites. Donc la traduction, en fait, ça consiste à traduire un fichier .c en un .o. Le .o, ça contient du langage machine avec des trous, parce qu'en fait, dans un .c, on n'a pas tout le programme. Il nous manque des fonctions, il nous manque éventuellement certaines variables. Et donc, dans le .o, il y aura des trous. Il y aura des adresses inconnues, typiquement, des branchements inconnus, des choses comme ça, qui viennent des fonctions qu'on ne connaît pas encore. Mais sinon, ce sera complètement traduit. C'est du langage machine avec des trous, vraiment. Et pour avoir un programme complet, une fois qu'on a fait la traduction de tous nos points C, on va regrouper tous les points O avec les bibliothèques qu'on utilise dans le programme. C'est ce qu'on appelle l'édition de lien. Et ça nous donnera notre programme final. En fait, l'édition de lien ne fait que combler les trous avec les définitions qui sont trouvées ailleurs. Donc, comme je disais, l'objectif, c'est d'éviter de traduire inutilement. C'est la fabrication du point O qui coûte cher. Ce n'est pas l'édition de lien. L'édition de lien est rapide. Et du coup, on va essayer de faire en sorte qu'on puisse ne pas traduire ce qui a déjà été traduit. Alors sur notre exemple, on avait 3 fichiers, le main.c, le complexe.h et complexe.c. Le complexe.h, en fait, il est inclus dans les 2 points C, donc c'est pour ça qu'il y a une dépendance. Pour fabriquer nos points O, chaque point C donne un point O. Et on traduit avec Clang-C. Et puis ensuite, l'édition de lien. On donne à Clang tous les points O, éventuellement les bibliothèques, pour fabriquer notre programme final. On voit sur le schéma déjà qu'il y a plusieurs commandes qui sont nécessaires à chaque mise à jour. Et si on imagine dans un terminal, ça donnerait quelque chose comme ça. La première compilation, c'est 2 traductions, puis l'édition de lien pour tous mes points O. Et si je modifie le main.c, il faut refabriquer le main.o et refabriquer le programme final.
Si je modifie complexe.c, il faut refabriquer complexe.o, refabriquer le programme final. Donc si on commence à faire tout ça nous-mêmes, à taper tout ça dans le terminal, c'est un peu lourd. Hein. Donc on ne recompile pas tout, il y a un gain, mais on ne peut pas faire ça à la main, c'est pas raisonnable. Donc on a besoin d'automatiser. Pour automatiser, on a un outil qui s'appelle Make, qui sert exactement à ça, à automatiser des processus de fabrication. L'idée générale de Make, c'est que on lui dit comment on fabrique les choses. Et comment on fabrique les choses, c'est exprimé par des règles pour Make. Des règles qu'on va énoncer. On va énoncer toutes les règles dans un fichier qui s'appelle Makefile. Donc une règle, c'est quoi? C'est une cible. C'est ce qu'on veut fabriquer. Donc pour fabriquer la cible, une liste de dépendances. Ça dit à Make de quoi on a besoin pour fabriquer la cible. Donc pour fabriquer la cible, j'ai besoin de toutes ces dépendances-là. Et ensuite, j'indique une commande qui permet de fabriquer la cible. En général, en utilisant les dépendances, hein, mais c'est pas obligatoire. Enfin, dans la syntaxe, c'est pas obligatoire. Il n'y a pas d'ordre particulier pour un Makefile, on peut donner les règles dans l'ordre qu'on veut. Parce qu'en fait, une règle, ça exprime juste une relation dans ce graphe de dépendance. C'est juste une flèche dans ce graphe de dépendance, une règle, en fait. Et vous voyez bien, du coup, sur un graphe comme ça, on voit bien qu'il n'y a pas d'ordre total. Donc c'est logique qu'on donne les règles dans l'ordre qu'on veut. Il y a juste une chose particulière, c'est que la première règle est prise par défaut, c'est-à-dire que si on utilise Make sans rien lui dire de plus, il va essayer de fabriquer la toute première cible qu'il y a dans le Makefile. Donc du coup, la première règle du Makefile a un statut un peu particulier. Et en pratique, du coup, ça donne ça. Donc pour fabriquer mon programme, j'ai besoin de tous les points hauts. Et j'utilise la commande, alors là c'est GCC, j'ai pas changé à l'époque, on a décidé de passer à Clang, donc c'est toujours GCC. Mais ça marche aussi avec GCC. Et là la commande c'est GCC, où je prends tous les points hauts et je fabrique mon programme. Donc c'est la première règle, comme ça elle sera prise par défaut pour fabriquer mon programme. Et puis après j'ai la même chose pour mes complexes. Pour fabriquer complexe.o, j'ai besoin du point C et du point H. Et dans la commande GCC, je ne vois pas apparaître le point H. Il ne faut pas compiler les points H. Ça c'est une erreur. Ça marche, hein, mais ça sert dans des contextes différents. Ça sert pour le C++. Donc, ne vous amusez pas à compiler les points H. Et donc j'utilise GCC avec -c sur complexe.c pour obtenir mon complexe.o. Pareil pour le main.o. Et du coup, moi, j'aurais plus qu'à taper make. Et c'est make qui va exécuter pour moi toutes les commandes nécessaires. Et seulement les commandes nécessaires. On évite le travail superflu. Ouais, il est à peu près l'heure, effectivement. Juste quelques mots pour finir. Je voulais juste vous parler un peu de votre environnement de développement. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais quand vous cherchez quelque chose, vous avez des documentations qui sont précises, complètes, dans le MAN, dans les différents bouquins qu'on indique. Évitez de trop reposer sur Google qui des fois... alors des fois on trouve des trucs très bien par une recherche Google, mais des fois on tombe sur des sites où il y a des constructions un peu bizarres, donc ne faites pas une confiance aveugle en Google, mais allez plutôt chercher les vraies spécifications dans le MAN ou dans les bouquins. Juste deux mots sur l'environnement. Quel éditeur utiliser? Vous pourrez utiliser l'éditeur que vous voulez, on n'est plus en première année où on vous dit d'ouvrir telle fenêtre, hein, vous faites comme vous voulez, vous êtes grand. Simplement quelques conseils. Les gens qui développent beaucoup, les gros développeurs en général utilisent Vim. Enfin, ça dépend ce qu'ils utilisent comme langage, mais les gros développeurs C, Shell, utilisent Vim. Vim, c'est quelque chose qui est difficile à apprendre. La courbe d'apprentissage est très très raide. Par contre, une fois qu'on l'a appris, c'est très 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 ergonomique, très pratique. Une alternative, c'est Emacs, qui est moins dur à apprendre, qui n'est pas super ergonomique à mon goût, hein, c'est pour ça que je mets ergonomie discutable. Et Vim et Emacs, c'est les deux gros éditeurs qui sont très bien parce qu'ils ont l'avantage d'être très extensibles, hein, de plein de manières différentes, on peut leur faire presque tout ce qu'on veut. Surtout Emacs, quoi. Emacs ça pousse, on peut lire ses mails sous Emacs, faire jouer sous Emacs, enfin, faire plein de trucs.
Donc, c'est les deux principaux éditeurs des gens qui développent, en fait, qui ont le petit défaut d'être un peu difficiles. Mais ça vaut le coup d'investir si vous avez envie d'avoir un éditeur un peu sérieux. Une variante, c'est Spacemacs, qui est Emacs, donc très extensible, mais avec l'interface de Vim, qui est donc très bien, mais très dur à apprendre. Et puis sinon, vous avez des alternatives plus simples qui sont tout à fait utilisables. Il y a Atom, Sublime Text, qui sont beaucoup plus faciles à utiliser, c'est intuitif, vous n'aurez pas de difficulté avec eux. Ce qu'il y a, c'est qu'ils sont en général un peu moins puissants que Vim ou Emacs, mais ils sont très très bien quand même, il n'y a pas de souci. Et après, il y a des éditeurs, alors ce qu'on utilise typiquement en première année, je ne sais plus ce que c'est, ça doit être Gedit. Vous avez des éditeurs beaucoup plus simples, où il y a beaucoup moins de fonctionnalités, du coup c'est facile à prendre en main, mais c'est pas très puissant. Et quand je dis pas très puissant, c'est typiquement avec Vim et Emacs, on peut faire des choses comme des recherches dans le code, des trucs un peu adaptés au développement, des choses qu'on ne peut pas faire avec des petits éditeurs comme Gedit ou Jimmy. Et puis après, bon, le reste c'est moins important. Il y a des interfaces aussi, des IDE, des grosses interfaces graphiques pour développer en C. Pour ce semestre, je vous le déconseille parce que un des objectifs c'est aussi d'apprendre typiquement le processus de compilation, comment on assemble les choses, c'est d'apprendre un petit peu le bas niveau. Donc le problème des IDE c'est que ça va vous masquer les détails. Après effectivement, une fois que vous sortez de la fac, en environnement de production, pourquoi pas un IDE, ça peut être pratique. Mais là, pour apprendre tous les détails, l'IDE, c'est un peu dommage. Ça, vous reverrez ça en apnée. Donc on va s'arrêter là.